Le Café des Cultures. Le Café des Cultures. Enregistré le vendredi 5 mars 2026 à la Bibliothèque de la Grand-Mare. Pauline Mathieu nous présentait les activités du CIDFF. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce bel écrin qui est cette bibliothèque située voilà, juste à côté, on peut le dire, voire même quasiment voisin du centre André Malraux ici à la Grand-Mare, sur la dalle de la Grand-Mare, et nous sommes là pour le Café des Cultures. Recevons une invitée très spéciale, Pauline, qui va nous parler du CIDFF et de tout ce que cette structure produit, fait, et puis aussi de votre métier, bien évidemment. Et puis, on pourra retrouver vos questions dans quelques minutes, juste après cette présentation. Bonne écoute. Alors donc bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Pauline Andrieux, je travaille dans une association, donc le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. On est basé à Rouen au niveau de l'Université de Pasteur. À savoir que c'est une association qui existe par département, donc c'est-à-dire que si un jour vous êtes amené à déménager, imaginons du côté de Lyon, eh bien vous aurez un CIDFF du coup que vous pourrez retrouver de ce côté-là. Donc mon travail à moi, c'est chargé de mission égalité. Donc moi je fais partie du service prévention. On a plusieurs pôles, donc on a un service préventif, c'est-à-dire que nous, à savoir que aussi dans le CIDFF, les missions générales, c'est de favoriser l'égalité femmes-hommes et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc pour ça, on a le pôle préventif où on fait de la prévention, que ce soit dans les milieux scolaires, que ce soit comme aujourd'hui dans le cadre du grand public, que ce soit avec des personnes en situation de handicap, etc. etc. Vous pourrez me poser des questions si jamais. On a également un service juridique. Donc là, on a des juristes qui conseillent femmes et hommes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, sur des questions aussi du droit de la famille. Par exemple, je suis en procédure de divorce, mais j'ai des complications avec mon ex-compagne, mon ex-conjoint. Donc, qu'est-ce que je fais, etc. Et également sur le droit des étrangers et étrangères pour les titres de séjour, etc., etc. On a également un service de psychologie. Donc, on en a deux. On a une psychologue du travail. Donc, elle n'accompagne pas seulement que les femmes qui sont victimes de violences, mais également toutes les femmes, en fait, qui ont des difficultés à retrouver un emploi ou des femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et on a du coup un service psychologique. Donc là, c'est pour l'accompagnement des femmes qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient. Et on a également une travailleuse sociale, donc avec un van. Donc c'est un dispositif qui s'appelle En voiture Nina et Simone. Donc le but, c'est de faire de l'itinérance, c'est-à-dire que par exemple au marché, imaginons à Sotteville, eh bien vous pourrez retrouver le van CIDFF et dans l'idée, c'est de pouvoir poser des questions si jamais, voilà, qu'est-ce que je peux faire, être conseillé, orienté, etc., etc. Voilà. Et écoutez, maintenant si vous avez des questions, alors du coup à savoir que moi vraiment ce que je fais c'est de la prévention, donc je vais peut-être pas avoir les réponses à tout en fonction de ce que font mes collègues, mais voilà, j'espère vous répondre du mieux que je peux. Combien vous recevez de personnes à l'année, par exemple ? J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais on est autour de peut-être 3000 personnes à peu près. En tout cas, qui viennent à l'association. Et est-ce qu'il y a un personnage type, justement, qui représenterait un petit peu ce public qui viendrait auprès de votre structure, ou bien c'est vraiment très hétéroclite en termes de représentation, aussi bien d'âge ou autre ? Ça dépend. Alors, on accueille énormément de femmes, du coup, qui notamment sont victimes de violences. C'est notre, on va dire, public numéro 1, si je peux parler comme ça. Mais après, au niveau des âges, il n'y a pas d'âge. On a tout parce que les personnes qui ont des difficultés, que ce soit dans leurs droits, que ce soit dans leur procédure de divorce ou qui sont touchées par les violences, ça peut être tout le monde. Après, comme ça, par exemple, les personnes qu'on reçoit, c'est beaucoup des personnes qui sont victimes de violences conjugales et notamment des femmes qui sont victimes de violences conjugales d'auteurs hommes. Mais après, voilà. En tout cas, il n'y a pas vraiment de profil type, si je peux dire comme ça. Très bien.
Vous parliez justement des cas de ces femmes qui sont malheureusement victimes de ces violences sexistes et sexuelles. Lorsqu'elles viennent justement vous voir, c'est pour justement dénoncer cela et chercher un petit peu de renseignements par rapport à justement des démarches, ou bien elles viennent vers vous dans un dernier lieu au niveau de l'étape de la déclaration de ces problèmes, parce qu'on sait qu'il y a différents dispositifs comme par exemple le 3919, le numéro sur lequel on peut appeler lorsqu'on est victime justement de cela. Voilà. Est-ce que dans les différentes étapes justement, où est-ce que vous êtes situé dans ces déclarations ? Un petit peu toutes celles que vous venez de dire. Donc on a des personnes qui sont directement orientées par le 3919. Par exemple, si effectivement j'appelle le 3919 et que j'habite, admettons, dans la ville d'Yvetot, forcément ils vont nous orienter vers nous. Ensuite, il peut y avoir des personnes qui dénoncent des violences, mais qui viennent de sortir du déni. En tout cas, dans les cas de violence, par exemple, si c'est une personne qui a rencontré ma collègue qui a le van Nina et Simone, eh bien forcément, elle a pris l'information, elle est sortie de son déni et donc elle vient chercher de l'aide. Ensuite, comme on est aussi connu, par exemple, pour la question des droits, ne serait-ce que droits des étrangers et des étrangères, eh bien, on est reconnu comme association pour aider dans ces démarches-là. Donc, les personnes viennent naturellement à nous. Ensuite, il peut y avoir aussi des personnes qui sont malheureusement, on va dire, qui sont dans l'attente de leur procédure et donc du coup qui nous demandent comment on peut faire, est-ce qu'on peut aller plus vite, etc. Donc nous on essaye vraiment de répondre à ces questions-là. On a aussi des personnes qui nous demandent pour d'autres types de violences, notamment sexistes et sexuelles. Par exemple, je pense aux mutilations féminines. Là par exemple, nous du coup dans ce cadre-là, on oriente parce qu'on ne prend pas en charge ces personnes-là, en tout cas directement. Pour tout ce qui est, processus de réparation, etc., etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Ouais, complètement. Merci d'y avoir répondu. Vous parliez des personnes en attente justement d'un jugement ou bien de l'obtention de papiers français. Comment ça se déroule ? Est-ce que justement vous travaillez avec les préfectures aussi à ce niveau-là, ou bien vous travaillez uniquement avec vos connaissances ? Non, on ne travaille pas uniquement avec nos connaissances. On est bien effectivement en lien avec toutes les instances juridiques. Par exemple, pour donner un titre d'exemple, moi j'ai eu un appel parce que j'ai remplacé une collègue qui était en standard à la base, et une dame justement qui recevait des nouvelles menaces de sa compagne et qui me demandait si est-ce que il fallait qu'elle voie du coup notre juriste ou si elle pouvait directement envoyer ça dans ces instances juridiques. Et donc par exemple je lui ai dit vous pouvez faire aux deux, et dans tous les cas nous on relaye si jamais voilà. Donc si bien sûr qu'on travaille avec, d'autant plus que nous aussi par exemple dans le cadre juridique on dispose aussi des dispositifs de mise à l'abri, notamment le téléphone grave danger et le bracelet anti-rapprochement. Donc effectivement les personnes peuvent venir à l'association et c'est par exemple nos collègues qui sont juristes qui leur donnent le dispositif le TGD ou le bracelet anti-rapprochement. Et alors là, justement, excusez-moi Naïm, lorsque vous travaillez donc avec des juristes, ce sont vos juristes à vous, non ? C'est ça ? Ou bien des juristes extérieurs ? Non, nos juristes qui font partie de la structure. Ouais. D'accord. Et donc ça veut dire que, est-ce que la personne qui vient vous voir et tout a besoin de rémunérer ces personnes-là, ou bien c'est entièrement pris en charge ? Oui, tous nos services sont pris en charge. En tout cas, tout est gratuit, tout est anonyme, parce que c'est aussi, on sait bien que dans le cadre des violences, il y a aussi beaucoup de choses qui sont coûteuses, et justement, quand on travaille sur ces sujets-là, on veut faire en sorte que les personnes bénéficient de leurs droits de la manière la plus vite possible, la plus correcte possible. Donc effectivement, non, c'est totalement gratuit. Il n'y a que par exemple dans le cadre de la prévention que moi je fais avec ma collègue, où là nos interventions sont ou bien cofinancées directement par des structures, ou bien on bénéficie du coup de financement autres. Voilà. Merci. On parle souvent de violences on parle souvent de violences physiques, mais on parle rarement des violences psychologiques. Je sais qu'on dit souvent qu'il y a à peu près 10 allers-retours avant qu'une personne victime de violence agit pour son bien. Comment vous faites pour justement accompagner des personnes qui viennent franchir la porte
mais des fois qui font marche arrière parce que la situation dit que, on va prendre l'exemple le plus classique, hein, l'homme va lui dire mais non, mais ça va s'arranger, je vais m'arrêter. C'est souvent compliqué. Alors moi, du coup, je prends pas directement en charge les personnes qui sont victimes de violences. Donc ça, c'est mes collègues psychologues qui le font. Donc elles seraient plus à même de répondre. Mais par exemple, on utilise un outil qui est vraiment très très pratique, que j'ai amené d'ailleurs, si jamais, qui est le violentomètre. Donc je pense qu'il y en a ici qui le connaissent. Mais donc le violentomètre, c'est une échelle de graduation pour mesurer le taux de violence qui existe dans ma relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit en couple, en famille, amis, etc. etc. Et par exemple, il y a des collègues des fois qui demandent aux personnes quand vous voyez là à peu près ce qui est écrit, où est-ce que vous vous situez ? Et ça permet aussi de faire comprendre aux personnes quelle forme de violence elles vivent. Donc c'est aussi c'est un très bon outil en tout cas qui est utilisé pour sortir du déni et pour justement lutter contre les violences psychologiques. Le sujet de la prostitution aussi, c'est un sujet important parce que maintenant, pour avoir accompagné des femmes victimes de violences dans le passé, il y a des hommes justement qui forçaient leurs partenaires de l'époque à se prostituer. Donc ça aussi, c'est un angle que vous accompagnez, vous accompagnez des victimes de prostitution. Pas exactement, mais par contre, alors nous c'est en fait le sujet malheureusement, c'est un petit peu dur quand je dis ça comme ça, mais c'est-à-dire que le sujet des violences est tellement vaste qu'on peut pas travailler sur toutes les violences, mais c'est un sujet en tout cas qui nous touche et que justement on est en train de développer avec ma collègue. Là c'est un peu notre projet de 2026. On a beaucoup d'idées pour travailler ce sujet et ce fléau parce qu'effectivement, comme tu disais. Par exemple, ne serait-ce que les loverboys, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un petit peu faire croire que dans un monde utopiste, que j'aime la personne et que finalement, en fait, je l'amène à se prostituer. Pauline, du coup, est-ce que tu peux développer un peu tes missions de prévention dans les écoles et dans les établissements scolaires en général ? Parce que je pense qu'il y a des mamans ici qui sont peut-être intéressées par la manière dont vous y prenez. Et puis on sait que pour prévenir les violences, il faut intervenir au plus tôt, dès le plus jeune âge. Et j'aimerais bien savoir comment vous travaillez là-dessus. Ouais. Et bien alors donc du coup on a diverses missions, mais par exemple donc à savoir qu'on intervient dans le milieu scolaire dès le plus jeune âge. Donc on fait la maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée et le milieu étudiant. Et donc, en fait, les sujets qu'on traite, c'est surtout l'égalité femmes-hommes. Donc, on a une partie égalité femmes-hommes que l'on traite du coup donc de la maternelle à l'école primaire, collège, lycée, milieu étudiant. Et les violences, en tout cas, quand on parle des relations amoureuses, on débute à en parler au collège et notamment en 4e. Parce qu'on se dit qu'avant, le sujet est peut-être un petit peu trop tôt. Est-ce qu'ils sont peut-être pas forcément assez matures pour parler de ces sujets-là. Mais donc, dans l'idée, quand on parle par exemple d'égalité filles et garçons, on essaye de favoriser le vivre ensemble. Et pour ce faire, on utilise beaucoup d'outils, beaucoup de jeux. Et en fait, l'idée qu'on essaye de transmettre aux plus jeunes, c'est de lutter contre les clichés. Donc lutter contre les stéréotypes de genre, de se dire que malheureusement, en fait, on a tous des stéréotypes de genre dans la tête et que c'est pas un problème. Parce que des fois, par exemple, quand on dit, par exemple, le rose, c'est pas forcément que pour les filles et le bleu, pas que pour les garçons. Et ils nous disent, oui, mais nos parents, ils nous disent ça et tout. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils sont méchants avec nous ? Du coup, on dit, non, c'est pas qu'ils sont méchants avec vous, c'est juste qu'on a tous des stéréotypes, et que c'est vraiment pas grave d'en avoir. Sauf pour certains, en quel cas, puisqu'ils amènent aux violences, et c'est justement ce qu'on essaye de discuter avec eux. Et le but, en fait, c'est vraiment de favoriser le vivre ensemble et de dire, il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise manière d'être, mais par contre, quelque chose qui est intolérable, c'est la violence. Et donc ça, on essaie vraiment de leur faire comprendre ça dès le plus jeune âge. Et concernant du coup les relations amoureuses, en fait, on n'arrive pas dans un collège ou dans un lycée en se disant « Bon, on vous prévient, on vous parler des relations violentes, parce que dans le couple, il peut y en avoir, parce que si on fait ça, on les braque et on fait un peu passer l'idée que attention, parce que les relations, c'est pas forcément cool, quoi. » Et donc, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt qu'ils comprennent c'est quoi une relation saine, et c'est quoi une relation violente. Et qu'ils comprennent aussi que, par exemple, même dans une relation saine, il peut y avoir des disputes, et ça veut pas dire que je suis méchant, que je suis méchante. Ou que je suis violent et que je suis violente. Voilà. Petite question, si une jeune fille de 16-17 ans mineure vient à l'association, vous pouvez l'accueillir et l'accompagner ou pas ?
Non, parce qu'on fait que les personnes majeures, mais du coup, on va renvoyer aux structures justement qui... En fait, nous, on prend tous les appels et après, on oriente en fonction de la structure qui est plus appropriée. Ok, merci. Et j'avais une deuxième petite question, c'était sur l'accompagnement que vous portez pour le droit des familles et le droit des étrangers. Est-ce que vous pouvez préciser vraiment les missions pour le droit des étrangers, comment ça vient en complément peut-être déjà avec les CADA ou les associations qu'on connaît, France Terre d'Asile, le CAPS, etc. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que pour remettre les choses en clair, parce que des fois, c'est pas toujours clair dans les personnes qui viennent nous voir, qui pensent que les personnes vont trouver des avocates ou avocats. Et donc, non, le rôle d'un ou d'une juriste, c'est de conseiller, mais jamais de dire quoi faire, contrairement à un avocat, une avocate. Et après, pour ton autre enfin, du coup, la réponse à ta question, je l'ai pas vraiment parce que c'est pas mon terrain, donc je veux pas dire de bêtises et je préfère que ce soit les juristes qui répondent plutôt que moi. Ok, j'essaye juste de préciser la question, c'est est-ce que ça concerne vraiment des situations de violence du coup, enfin, est-ce que ces personnes viennent... Non, ça peut être aussi pour les papiers, oui, sur les titres de séjour, l'administratif, la demande d'asile, etc. Voilà, c'est vraiment en fait quand on entend CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, c'est avoir un accès aux droits pour toutes. Donc une personne qui vient et qui nous dit que par exemple elle a un souci avec son titre de séjour ou qu'il arrive à expiration, on va pas lui dire du coup on le fait pas parce que vous n'êtes pas victime de violence. Non, pas du tout. C'est comme le service emploi où je disais bien qu'on accueille toutes les femmes, quelles qu'elles soient. Oui, tout à l'heure vous disiez qu'il y a environ 3000 personnes qui sont venues vous consulter l'année dernière. Donc ça veut dire que vous avez constaté une augmentation assez importante des fréquentations ces dernières années? Alors c'est-à-dire que moi je suis assez récente dans l'association, donc je peux pas forcément répondre à votre question, mais c'est à peu près toujours les mêmes chiffres qu'on a à peu près. Et au niveau justement de la raison pour laquelle les personnes viennent vous voir, est-ce que vous constatez une évolution dans les demandes en fait, ou bien malheureusement dans les violences? Alors oui, il y a beaucoup de demandes. Et justement, par exemple, un de nos soucis, c'est que parfois on a du mal à suivre cette demande. Par exemple, je pense à notre service en accompagnement psychologique, où il y a une file d'attente qu'il n'y avait pas avant. Et de même chez nos juristes, des fois il y a un petit temps d'attente, mais c'est de l'ordre de 1 mois par exemple, mais ça peut déjà être très long en fait quand on attend une réponse et qu'on dit excusez-nous, mais là on peut pas vous répondre maintenant tout de suite. Mais par contre, l'avantage aussi qu'on a dans notre association, par exemple sur le pôle juridique, c'est qu'il y a des permanences un après-midi toutes les semaines où on peut appeler le service sans rendez-vous, c'est par téléphone, si on a une question urgente, un papier à donner, etc. Voilà, ça permet aussi quand même de répondre à le plus possible de demandes. Mais oui, effectivement, et d'ailleurs même sur le service préventif, on voit aussi de plus en plus de personnes qui demandent à faire des interventions parce que les sujets sont de plus en plus traités, et c'est très bien d'ailleurs, mais aussi parce qu'ils voient que par exemple dans certains établissements scolaires, il y a plus de violence, où l'égalité filles-garçons, c'est pas encore ça, etc. Donc oui, ouais. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que est-ce que la parole elle se libère de plus en plus, que ce soit peut-être aussi des témoins qui viennent nous voir pour vous parler de situations qu'ils connaissent et qui se disent que l'association peut être aussi un pôle de ressources. Est-ce que les victimes, on peut pas quantifier parce que malheureusement des fois les situations sont tellement diverses et variées que ça serait compliqué, mais est-ce que vous ou vos collègues vous ont dit qu'on a vu une évolution de la libération de la parole? Clairement, oui, et même moi je peux le dire du coup pour ça. Oui, bien sûr, on entend souvent que, par exemple, on entend beaucoup plus de violence, etc. Mais il faut pas forcément se dire qu'il y a plus de violence aujourd'hui, c'est pas toujours vrai, c'est juste qu'avant on le disait pas. Donc effectivement, oui, et même par exemple la parole se libère aussi chez les hommes, parce que pour les femmes il y a quand même MeToo qui a énormément changé de choses, mais chez les hommes aussi ça se libère. Et c'est très, 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 très important.
Là, on a différentes personnes de différentes nationalités. Alors, est-ce que, éventuellement, vous pourriez nous éclairer peut-être sur votre pays d'origine pour savoir si il y a des structures, des associations qui militent dans ce sens-là, si vous avez connaissance de ça? Peut-être Boukoumi, tu peux nous dire? Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Parce que tous les payants. Tout est payant. Oui. Toute la situation, le problème, c'est payant. Il n'y a pas l'association gratuite pour aider les citoyens. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler de peut-être son pays pour savoir si... Bonjour. Notre pays, il n'y a pas comme cette association. Non, je suis arménienne. En Arménie, il n'y a pas cette association. Et comment ça se passe du coup dans votre pays quand il y a des violences par exemple au sein des familles? C'est des choses qu'on ne dit pas? On garde ça pour soi? On en parle un peu à la famille, aux frères et sœurs peut-être? Ou comment vous vivez un peu les choses? Excuse-moi mon français, je parle français un peu. Je ne sais pas, c'est une personne qui comme tapée, comme... il n'y a pas, je ne sais pas. Jamais j'ai entendu pour ça, jamais. Pour les personnes qui fassent la violence en Nigeria, c'est interdit pour parler. Parce qu'il y a les conséquences, oui. Plusieurs disent oui, particulièrement la femme. C'est difficile pour parler avec les autres. Bonjour, je suis irakienne. Oui, il y a beaucoup de choses là-bas. Mais maintenant, il y a donné le petit numéro. Il y a quelque chose, il y appelle comme la police, mais il y a petit. Beaucoup de femmes ou dames, il n'y a pas dit. Il n'y a pas dit ça. Beurre, le papa, quelque chose, oui, il n'y a pas dit, mais beaucoup ça. Je voulais justement aussi vous demander quels sont aussi les ressorts pour les personnes qui voient des problématiques entre un couple ou bien dans une famille qui entendent, qui habitent l'appartement du dessus ou bien du dessous et qui un petit peu tous les jours entendent des cris. Quels sont qu'est-ce que vous leur dites à ces personnes, car vous en recevez aussi? Parce que c'est forcément une chose pas très simple à traiter. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, concernant par exemple si j'entends qu'il y a des violences chez mes voisins, on leur dit d'appeler la police. En fait, quand vraiment ils entendent des cris, etc., d'appeler la police. Parce que la police vient et voilà, elle va s'en occuper. Et on essaye de dire de ne pas faire justice soi-même. Parce que voilà, c'est pas la bonne procédure à faire et que plutôt faire justice soi-même, c'est justement plutôt d'appeler la police qui a des ressources pour le faire. Et si par exemple c'est je vois dans ma famille, je vois je sais pas chez mes parents ou je sais pas des amis, etc. Par exemple, on leur dit d'appeler le 3919 parce qu'ils ont aussi des points d'écoute pour les personnes témointes, puisque on sait très bien que c'est dur en fait d'être victime de violence et c'est dur aussi d'être témoin de victimes de violence parce que on se sent démuni, on sait pas quoi faire, etc., etc. Donc on leur dit d'appeler les numéros verts justement disponibles. Il y en a parfois qui, par exemple, disent écoutez, moi je vous ai appelé. Donc imaginons c'est moi qui suis témoin, je sais pas j'ai une collègue par exemple qui est victime de violence et que j'appelle. Je dis qu'est-ce que je peux faire? Et donc du coup on leur dit la marche à suivre par exemple de dire si jamais cette personne t'en parle, tu lui dis déjà que ce n'est pas de sa faute parce que l'autrice ou l'auteur de violence dira toujours c'est ta faute. On leur dit que la personne n'a pas le droit de le faire. En fait, on va dire des petites choses qui permettent de casser aussi l'emprise, le cycle de l'emprise et voilà le pouvoir qu'a l'autrice ou l'auteur de violence. Je crois que vous venez de dire un mot très important dans toutes ces problématiques rencontrées, c'est l'emprise. Peut-être que l'acte le plus fort dans une relation qui se déroule mal, notamment avec un mari ou bien une épouse, comment sortir de cette emprise en fait? Alors tout à fait. La réponse c'est oui, on peut se défaire de l'emprise. Parce que si je vous dis non, qu'est-ce que je fais ici finalement? Donc oui, bien sûr qu'on peut se défaire de l'emprise. Comme je vous dis, en fait, c'est de casser la boucle. Alors la boucle, on disait tout à l'heure,
y a, alors sur les chiffres, c'est à peu près, je vais quitter la personne 8 fois avant de quitter cette personne définitivement. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est beaucoup plus. En fait, ça dépend, mais en moyenne, c'est à peu près cela. Il y a la question financière, mais la question qui revient le plus souvent, c'est quand les personnes ont des enfants. Parce que, qu'est-ce qu'on fait des enfants ? Les enfants qui sont co-victimes. Ça, c'est un point de pression qui est le plus, un des plus utilisés finalement, voilà, pour faire pression à dire, si tu pars, je lui ferai ça, etc. Enfin, menacer, etc., etc. Donc ça, nous, par exemple... S'il y a une personne qui nous dit là j'ai reçu des menaces par texto, etc., de nous les envoyer parce que ça donne des preuves. Et puis en fait de soutenir les personnes et de les croire aussi, parce que des fois il y a des personnes qui sont pas crues. Moi je repense à un monsieur qui était venu me voir en forum et qui m'avait dit, qui m'avait montré justement le violentomètre. Et qui m'avait dit mais pourquoi sur le violentomètre c'est écrit violence faite aux jeunes femmes, et du coup j'y avais dit c'est historiquement en fait le violentomètre a été créé aussi dans le but de dénoncer les violences faites aux femmes. Mais ce monsieur il disait moi j'ai été victime de violences sexuelles de la part de mon ex-compagne, et quand j'ai été dénoncée à la gendarmerie, et le monsieur m'a dit mais en fait monsieur, c'est impossible que vous soyez victime de violence parce que vous êtes un homme, donc vous savez forcément vous défendre, etc. Et moi j'avais répondu à ce monsieur-là, oui, par effet de surprise, si je viens derrière vous et je vous mets une droite, vous la voyez pas venir, donc personne ne peut se défendre. Donc là, du coup, il m'avait dit merci parce que ça fait du bien d'entendre ça. Et malheureusement, ce monsieur, du coup, sa plainte n'avait pas été prise. Il m'avait dit ce monsieur n'a pas voulu prendre ce gendarme n'a pas voulu prendre ma plainte, mais du coup, il a dénoncé ça, et donc ce gendarme n'exerce plus aujourd'hui parce que ils ont dit que c'était un cas trop grave en fait, et que de toute façon, un gendarme est obligé de prendre une plainte quelle qu'elle soit. Donc oui, et pour finalement casser l'emprise, c'est vraiment d'être là pour les personnes, de les croire, et parfois aussi de se protéger soi-même, c'est-à-dire que des fois on peut pas faire plus que... Voilà, par exemple, moi je pense aux jeunes qui viennent nous voir, des jeunes qui ont 12, 13 ans, qui sont dans ces situations-là, et qui viennent nous voir en intervention et qui nous disent je fais quoi ? Parce que là je suis triste, je me sens pas bien, etc. Je fais quoi ? Donc là, nous on leur dit les choses, on fait des signalements s'il faut, et puis voilà, après on essaie de les rassurer, et ils repartent avec ça, mais des fois c'est pas facile aussi, c'est pas facile. Mais en tout cas, bien sûr que l'emprise, ça se casse, effectivement. Quand l'emprise donc cesse et que soit la femme soit l'homme décide de partir, à ce moment-là, quelles sont les étapes ? En fait, c'est très propre à chaque situation. Mais par exemple, si je reprends cette situation-là et que j'imagine que la personne est toujours autrice de violence, alors nous, on peut rediriger vers le PAVIF, donc qui est aussi une association à Rouen et qui fait de l'hébergement d'urgence. Donc l'hébergement d'urgence, c'est là, si je rentre chez moi, en fait, je suis en danger. Donc ils proposent des hébergements d'une certaine durée qui peuvent être renouvelés s'il y a encore des violences. Donc déjà ça, c'est déjà une porte de sortie, sachant que les personnes peuvent aussi prendre leurs enfants. Donc déjà ça, c'est un gros... Voilà, ça aide en tout cas à prendre la décision de partir, et aussi à savoir que des fois, en fait, quand les personnes sortent de l'emprise, elles sont plus dans le déni, elles voient tout. Et à partir du moment où elles voient tout, y en a beaucoup qui se disent jamais, plus jamais. Donc en fait là, comme un petit peu une sorte de rage, un petit peu qui... Pas pour tout le monde, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup vu. Après, il faut pas faire de majorité non plus, c'est sûr, ou de généralité. Mais voilà, ça dépend en fait. Pour moi, le plus difficile, c'est quand il y a les enfants. Mais c'est exactement ce que j'ai envie de dire, Pauline, c'est quand il y a les enfants, pour faire comprendre... pour faire comprendre, le mot est exagéré, mais pour faire admettre à une personne victime de violence, quand il y a des enfants en jeu, c'est très compliqué. Parce qu'on sait très bien que l'homme pervers va se servir des enfants en disant « Oh, mais tu sais, tu partiras, mais je viendrai les récupérer. Et puis, de toute façon, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, donc mais la justice, elle va me les donner, etc. » Enfin, voilà, toujours, c'est ça aussi la force. En général, je dirais pas que c'est plus facile hors enfants de partir, mais la situation est moins compliquée que quand il y a des enfants en jeu. Surtout quand les enfants sont jeunes. Tout à fait. C'est pour ça aussi que si je dois répondre à la question des étapes, généralement, il y a porter plainte. La première chose, c'est je vais dans un commissariat et je dis tout. Donc je porte plainte. Ensuite, c'est de trouver un soutien psychologique parce que là, je vais traverser une période qui va être très 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 compliquée. Donc, je vais avoir besoin d'un soutien psychologique. Ensuite, je vais mettre en place des procédures de divorce si jamais il y a un mariage qui est en jeu pour ensuite justement récupérer la garde des enfants.
Voilà, et beaucoup de choses. Et quand aussi le soutien psychologique a fait que j'ai beaucoup retrouvé confiance en moi, souvent vient aussi la question de retrouver un emploi pour justement subvenir à mes besoins, en fait redevenir une personne indépendante finalement, que ce soit financièrement, que ce soit psychologiquement, etc., etc. Et aussi, généralement, il y en a aussi beaucoup qui arrivent à trouver s'héberger chez des proches, quand il y en a, en tout cas. Voilà, à peu près, les étapes. Oui, désolé pour ma question, s'il vous plaît. Tu connais de l'égalité en France, c'est en papier. En réalité, est-ce qu'il y a des stéréotypes entre les hommes et les femmes? Comme, par exemple, les hommes pour faire quelque chose, les femmes ne peuvent pas. Faire. Est-ce qu'il y a des stéréotypes en France? Ouais. La question c'est est-ce qu'il y a des stéréotypes de genre dans les métiers? Oui, énormément. Voilà, désolée de vous le dire, mais oui. Merci. Mais oui, bien sûr. Même si ça, justement, le but c'est qu'il y ait de plus en plus de mixité. Mais oui, ces stéréotypes. Si je vous prends par exemple tous les métiers en lien avec la construction, c'est très stéréotypé. On a besoin de force physique et la force physique étant associée au masculin, donc aux garçons. C'est pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de garçons là-bas. Mais oui, effectivement. Ou alors, par exemple, dans les métiers de la petite enfance, tout ce qui est lié aux enfants, il y a aussi beaucoup plus de femmes parce qu'on estime qu'elles savent mieux s'en occuper. Alors que, théoriquement, tout ça, c'est faux. Voilà. C'est ça que je voulais préciser. En fait, tous les métiers sont accessibles aux hommes et aux femmes. D'accord ? Alors moi j'ai une petite question parce que tout à l'heure Pauline tu as souligné que vous accompagnez aussi les femmes quand il y a des situations de mutilation génitale. Comment vous orientez, comment ça se passe au niveau de l'association? Comment vous accueillez, orientez les personnes pour si elles viennent parler de ça? On oriente vers les structures partenaires qui s'en occupent, notamment le GAMS. On oriente directement vers ces structures-là. Et par contre, si c'est un recours au droit, là, nos juristes peuvent prendre en charge, toujours dans cette même... d'accompagner toutes les personnes qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles. Donc là, c'est quels sont mes droits, comment je peux faire recours, etc. Par contre, pour tout ce qui est en lien sur les mutilations, en lien avec la reconstruction, là, c'est plutôt effectivement le GAMS qui va le faire, qui va accompagner ces personnes-là. Du coup, est-ce que vous organisez aussi un peu des conférences ou des choses sur le sujet? Oui. Alors, ça dépend sur le sujet des mutilations. En fait, on fait beaucoup de conférences, donc je me souviens pas forcément de tout. Mais oui, bien sûr, il peut y en avoir, et tout à fait. Hein, oui, quand le sujet nous semble pertinent, etc. Oui, bien sûr, au contraire. Et on aimerait en faire plus, mais malheureusement, on peut pas se dédoubler. Donc, mais oui. Pour informer peut-être sur le 8 mars, du coup, il y a quoi d'organiser Eh bien... Je sais que le programme, il est assez conséquent. Mais... Ouais, on est sur tellement d'actions. Par exemple, là, du coup, moi, je suis là avec vous aujourd'hui. Il va y avoir tout ce qui est stand d'information, par exemple, le Van Nina et Simone. On a fait un grand tableur avec toutes nos actions. Et par exemple, le Van Nina et Simone figuraient au moins 10 fois sur 10 lieux différents. Donc, c'est beaucoup de stands d'information. Quelquefois, il y a des forums. Mais en fait, tout ça, on peut le retrouver via notre Instagram. Toutes nos actions, justement, dans le cadre du 8 mars. N'hésitez pas à regarder si jamais. Il y a d'ailleurs d'autres actions aussi dans lesquelles on fait partie, mais je pense au 8 mars, tous les ans, il y a Rwandon des ailes. Du coup, il y a toute une panoplie, c'est plusieurs structures partenaires en fait, qui font plein d'actions dans le cadre du 8 mars sur l'égalité femmes-hommes, donc pas forcément que des violences, mais vraiment sur tout. Moi, je me souviens que l'année dernière, j'avais participé aux actions autour du sport. Voilà, c'était une super journée, j'avais bien dormi parce que j'ai fait du sport toute la journée. Et c'était super bien parce qu'en fait, tout est gratuit, donc il y a plein de choses. Il y a des expositions, il y a des festivals, c'est vraiment... Des fois, il y a des films aussi, il y a des ciné-débats, il y a vraiment de tout en fait, et en vrai, Rwandon des ailes, si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, c'est tout le mois de mars, il y a plein d'actions au mois de mars, c'est ouvert à tout le monde, pas forcément que aux femmes, les enfants sont les bienvenus, honnêtement, n'hésitez pas si vous voulez y aller. Où est-ce qu'on peut retrouver des informations du CIDFF sur les internets, par exemple, si on est intéressé justement par tout ce que vous venez de nous dire, et si on veut s'y intéresser un petit peu plus à tête reposée?
Eh bien, du coup, on peut retrouver le site du CIDFF. Donc, il faut toujours taper le numéro du département. Donc, c'est CIDFF 76. À trouver sur Internet. Vous allez trouver très facilement. Il y a notre profil Instagram aussi. Où on poste tout ce qu'on fait. Donc, toutes nos actions. Des fois, on met en œuvre justement les jeunes qui travaillent sur ces sujets-là. Enfin bref, du coup, c'est super intéressant si vous voulez aller voir. Et notre profil LinkedIn aussi. Donc voilà, et tout ça, du coup, toutes ces infos-là, elles sont sur notre site internet. Voilà, il y a tous les liens. Et après, il y a aussi nos numéros sur le site internet si on veut nous appeler, nos adresses mail. Et pour prolonger un peu la question de Nicolas, est-ce qu'on peut devenir bénévole ? Oui, vous pouvez tout à fait devenir bénévole à l'association et pour ça il faut contacter l'accueil, ma collègue qui est chargée d'accueil et appeler directement le CIDFF. Vous avez le numéro justement sur le site internet parce que je vous avoue que je le connais pas par cœur et vous l'avez aussi sur les flyers pour les personnes qui sont là. Mais oui, tout à fait, on peut devenir bénévole, oui. Et du coup, est-ce qu'il faut avoir une formation spécifique ? Non, pas forcément. Juste, vous appelez. Et puis nous, on dit aussi en fonction de... Parce qu'en fait, il me semble que nos bénévoles ne peuvent pas faire forcément nos missions à nous. C'est-à-dire que si je me dis devenir bénévole, je ne vais pas accompagner une personne qui est victime de violence. Par contre, il pourrait y avoir une personne qui serait bénévole avec moi aujourd'hui, par exemple, pour continuer de présenter l'association, de donner des flyers, des violentomètres, etc. Voilà. Eh bien, merci. Merci, Pauline. Le Café des Cultures. Enregistré le vendredi 5 mars 2026 à la Bibliothèque de la Grand-Mare. Pauline Mathieu nous présentait les activités du CIDFF.